Approche diagnostique d'un ronfleur. Le ronflement est un trouble respiratoire du sommeil. Le ronflement peut être plus grave qu'on le pense. En effet, il peut cacher le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ou SAOS, qui a des répercussions graves sur la santé et qui nécessite une prise en charge spécialisée. La recherche de signes évocateurs de SAOS doit être systématique devant tout ronfleur. Il faut dépister les apnées de sommeil avant d'envisager une cure de ronflement. Le ronflement est un trouble respiratoire du sommeil. Le ronflement peut être plus grave qu'on le pense. En effet, il peut cacher le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ou SAOS, qui a des répercussions graves sur la santé et qui nécessite une prise en charge spécialisée. La recherche de signes évocateurs de SAOS doit être systématique devant tout ronfleur. Il faut dépister les apnées de sommeil avant d'envisager une cure de ronflement. Le ronflement par définition est un bruit respiratoire ne survenant que pendant le sommeil. C'est un bruit le plus souvent inspiratoire qui indique le passage turbulent de l'air à travers un pharynx étroit ou une luette longue, entraînant la vibration des parois du pharynx. C'est un bruit à peu près de 45-60 dB, équivalent au bruit d'un restaurant ou d'un marché. Il peut atteindre une intensité de 90 à 100 dB, équivalent au passage d'un camion à proximité. Selon la fréquence, le ronflement sera dit habituel lorsqu'il survient toutes les nuits ou 3 à 5 nuits par semaine, ou occasionnel survenant moins d'une nuit ou entre 1 à 2 nuits par semaine. C'est un symptôme fréquent, présent chez plus de 40% des adultes de plus de 50 ans. Il représente des conséquences sociales importantes dans les relations avec le conjoint et l'entourage. Si l'obstruction est plus importante, des hypopnées ou des apnées apparaissent. L'apnée est définie par un arrêt du flux respiratoire pendant au moins 10 secondes. L'hypopnée est définie par une réduction de flux respiratoire pendant au moins 10 secondes. C'est une réduction de flux respiratoire soit de 50%, soit de 30% associée à une désaturation de 3 ou 4% ou à une réaction d'EV. Le SAOS correspond à des épisodes répétitifs de collapsus partiel ou complet du pharynx survenant au cours du sommeil avec persistance des mouvements respiratoires. Dans le SAOS, le ronflement est régulièrement interrompu par les apnées et réapparaît de façon intense à la reprise ventilatoire. La physiopathologie du ronflement et du SAOS. Contrairement au ronflement, qui peut être généré par toutes les voies aériennes supérieures depuis les cavités nasales jusqu'au larynx, le SAOS n'est produit que par la partie souple et déformable des voies aériennes supérieures représentées par le pharynx. En effet, le pharynx est un conduit musculo-membraneux collabable qui peut se fermer et donc il peut donner les apnées. Le pharynx comporte 3 segments, le nasopharynx, l'oropharynx et l'hypopharynx. L'espace le plus étroit semble être situé à la base de la langue. À l'inspiration, la contraction du diaphragme et des autres muscles respiratoires engendre une pression négative inférieure à la pression atmosphérique, qui est transmise aux poumons et aux voies aériennes qui attirent l'air vers l'intérieur du thorax. La dépression engendrée par la contraction du diaphragme peut conduire à une fermeture des parois, de la paroi souple des voies aériennes supérieures qui est le pharynx. C'est ce qu'on appelle le phénomène de succion, qui aspire les parois du pharynx vers l'intérieur étant à fermer les voies aériennes supérieures. Chez le sujet sain, en fait, la contraction des muscles dilatateurs du pharynx contrebalance efficacement la pression de scission et s'oppose donc à la fermeture du pharynx. Mais en cas de SAOS, il y a une mise en jeu de l'efficacité des muscles dilatateurs du pharynx qui provoque la rupture d'équilibre entre les différentes forces d'ouverture et de fermeture du pharynx et précipite ainsi le collapsus pharyngé. La perte d'efficacité des muscles dilatateurs du pharynx peut être due soit à des facteurs anatomiques ou fonctionnels. Ça peut être dû à un rétrécissement des voies aériennes supérieures, soit par un obstacle anatomique des parties molles ou des bases osseuses, soit par infiltration graisseuse, par obésité ou odémateuse des parois pharyngées au cours de certaines affections endocrines comme l'hypothyroïdie ou syndrome de Cushing par exemple. Ou bien ça peut être dû à un retard d'activation des muscles dilatateurs du pharynx par rapport au diaphragme par plusieurs facteurs comme la privation de sommeil, la prise de sédatifs, la prise chronique d'alcool, l'anesthésie générale, les neuropathies telles que le syndrome de Charcot-Marie-Tooth, les neuropathies diabétiques, les maladies neuromusculaires, voire des facteurs génétiques. Les conséquences immédiates du collapsus des voies aériennes supérieures et l'apnée obstructive sont l'hypoxie et l'hypercapnie sanguine avec persistance ou voire augmentation des efforts respiratoires. Ces deux éléments vont entraîner des réactions de micro-réveil. Ces micro-réveils perçus par le cerveau s'accompagnent immédiatement d'une contraction des muscles dilatateurs du pharynx qui réouvre les voies aériennes supérieures et termine l'apnée, ainsi que d'une tachycardie et correction de l'hypoxie et l'hypercapnie. C'est la cascade de l'événement obstructif.
La répétition des micro-réveils crée une fragmentation du sommeil. Le sommeil est presque réduit au sommeil long léger. Le sommeil profond, qui est le plus réparateur, est presque absent et le sommeil paradoxal est réduit. Les conséquences sont la somnolence diurne, des troubles de la vigilance et de la concentration avec des troubles de l'humeur, des modifications endocriniennes et un déficit de sécrétion en hormones de croissance. On observe aussi chez les patients porteurs de SAOS sévère une augmentation de la diurèse et de la natriurèse nocturne. Ceci est dû à une augmentation de la sécrétion du facteur atrial natriurétique. Pendant le sommeil lent, l'activité métabolique, l'activité du système sympathique, la pression artérielle et la fréquence cardiaque diminuent en même temps qu'augmente le tonus parasympathique vagal. Le SAOS, en fait, il va interrompre cette mise au repos cardiovasculaire par la répétition des hypoxies et des micro-réveils nocturnes. Et avec la répétition nuit après nuit de ces événements, des conséquences potentielles cardiovasculaires et métaboliques surviennent, pouvant mettre en jeu même le pronostic vital. La conduite à tenir devant un patient ronfleur. L'interrogatoire, c'est la partie maîtresse du diagnostic. Il permet de dépister un SAS, de déterminer sa gravité, de mettre en évidence des symptômes diurnes et nocturnes. L'interrogatoire doit être réalisé avec le conjoint. Pour les manifestations nocturnes, le ronflement est le symptôme majeur. On cherche des facteurs favorisants comme la prise d'alcool, le tabac, le sédatif, la notion de rhinite allergique, de prise de poids, de reflux gastro-œsophagien. Il faut apprécier l'intensité et la fréquence du ronflement. En effet, le risque d'avoir un SAOS est plus élevé chez le ronfleur habituel, par définition supérieur à 3 nuits par semaine, et chez le ronfleur intense. Il faut aussi apprécier le retentissement familial du ronflement. Par exemple, le fait de faire une chambre à part est un argument d'intensité. Le ronflement peut être responsable de véritables fractures dans le couple. La constatation d'arrêt respiratoire avec reprise respiratoire bruyante par le partenaire ou l'entourage est un facteur important de probabilité d'avoir un SAOS. S'applique même de la même manière lorsque on pose la question « Avez-vous des étouffements nocturnes, des changements répétés de position dans le lit, de cauchemars, de sueur nocturne et la notion de nocturie, c'est-à-dire plus d'une miction la nuit ». Les manifestations diurnes à chercher par l'interrogatoire sont la somnolence diurne non réparatrice, qui est un critère diagnostique majeur pour le SAOS. On cherche une fatigabilité, des endormissements intempestifs à n'importe quel moment de la journée, surtout en période postprandiale. Cette somnolence ne doit pas être expliquée par un autre facteur. Elle est à l'origine de baisse des performances intellectuelles et professionnelles et ça peut être responsable d'accidents de la voie publique et de travail. Autres signes sont à chercher tels que des céphalées matinales, des troubles de l'humeur, une baisse de libido qui représentent les conséquences d'un SAOS. Et on peut aussi constater une baisse de l'acuité auditive qui est en rapport avec le ronflement intense et qui peut même toucher le conjoint. Plusieurs tests permettent d'estimer et d'évaluer cette somnolence diurne. Le test subjectif le plus utilisé et le plus valide est l'échelle d'Epworth qui comporte 8 situations de la vie quotidienne et chaque situation sera cotée de 0 à 3 selon le risque de somnoler pour obtenir un score sur 24. À partir d'un score supérieur à 10, la somnolence diurne sera considérée comme pathologique. D'autres éléments de l'interrogatoire qu'il ne faut pas oublier, comme la présence de comorbidités respiratoires, cardiovasculaires et ou métaboliques telles qu'une HTA, diabète et dyslipidémie. Il faut chercher des signes d'appel d'une hypothyroïdie. Les symptômes tels la somnolence, la fatigue et le surpoids se recoupent entre SAOS et hypothyroïdie. Le bilan d'une apnée de sommeil doit être multidisciplinaire, englobant un ORL, un pneumologue, un orthodontiste et des médecins maxillofaciaux. Il est recommandé de réaliser un examen général comprenant la mesure du poids, de la taille et le calcul de l'indice de masse corporelle. En fait, l'obésité accroît le risque de SAOS et l'association SAOS et surpoids a été très étudiée. 2/3 des apnéiques de sommeil sont obèses. Il faut compléter l'examen général par une auscultation cardiaque et des gros axes vasculaires et une mesure de la tension artérielle. En fait, c'est l'obésité centrale androïde qui est associée au SAOS. Il est recommandé de mesurer le périmètre abdominal et le périmètre cervical lors d'un examen de apnée de sommeil. Le périmètre abdominal est mesuré en position debout et en expiration douce. Il est pathologique si supérieur à 80 cm chez la femme et 94 cm chez l'homme.
Le périmètre cervical est pathologique lorsqu'il est supérieur à 40 cm chez la femme et 45 cm chez l'homme. Il a été démontré que le périmètre cervical est un facteur prédictif indépendant du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. L'examen ORL doit commencer par l'inspection de la morphologie cervico-faciale, à la recherche d'anomalies pouvant expliquer les troubles respiratoires du sommeil. L'aplatissement de l'angle cervico-mentonnier qui entraîne une augmentation du tour du cou est dû au positionnement antérieur de l'ossioïde, chose qui prédispose au syndrome d'apnée obstructive du sommeil et responsable de mauvais résultats chirurgicaux sur l'isthme de Gaussier. La réduction du volume de la boîte osseuse peut être approchée par un examen externe de la face. L'examen recherchera un rétrognatisme avec surplombe dentaire et ouverture de l'angle AMP correspondant aux classes d'angle dentaire 2. On cherche aussi une béance labiale, un tiers moyen de la face aplatie, une face longue, un menton fouillant et un palais ogival. Ces aspects morphologiques prédisposent au syndrome d'apnée obstructive du sommeil. L'inspection permet par ailleurs d'apprécier un éventuel dysfonctionnement de la valve nasale par les manœuvres de reniflement et de Kottel. La manœuvre de Kottel est positive lorsque l'écartement de la joue empêche la fermeture de la valve à l'inspiration. On sait que la valve nasale participe pour 30% aux résistances des voies aériennes supérieures et inférieures, d'où son importance dans la détermination d'une anomalie pouvant être responsable d'une gêne à l'écoulement de l'air. L'examen doit être complété par l'examen des voies aériennes supérieures qui est systématique et recommandé. Les données de l'examen sont utiles pour détermination du site obstructif. On commence par l'examen du nez et du rhinopharynx par la rhinoscopie antérieure et l'endoscopie nasale à la recherche d'une anomalie anatomique du septum et des cornées ou des maladies de la muqueuse. On cherche une déviation de la cloison nasale, une hypertrophie des cornées inférieures, une polypose naso-sinusine, une tumeur ou des végétations adénoïdes obstructives du cavum chez l'enfant. Le traitement d'une obstruction nasale est indispensable avant la mise en place d'une PPC ou d'une orthèse d'avancement dubulaire. Voici des exemples d'une déviation de la cloison nasale, d'une hypertrophie des cornées inférieures lors d'une rhinite infectieuse ou allergique et d'une concabillosa visualisée à l'endoscopie nasale. Voici aussi l'aspect d'une polypose naso-sinusienne, d'une hypertrophie des végétations adénoïdes, d'une tumeur des cavités nasales découverte à l'endoscopie nasale. On examine par la suite la cavité buccale et l'oropharynx. L'oropharynx est la zone anatomique la plus impliquée dans le SAOS. On apprécie l'aspect de la langue, son volume, on cherche une dorsalisation de la langue, on évalue la longueur et l'épaisseur du voile du palais, l'aspect de la luette, la largeur des piliers postérieurs, le volume des amygdales palatines et la distance entre les deux loges amygdaliennes. Voici l'aspect d'un vélon muqueux avec une liette longue, de voile du palais épais, d'une macroglossie avec des bords de la langue au-delà des arcades dentaires, d'une macroglossie avec visualisation d'empreintes dentaires sur les bords latéraux de la langue, d'une hypertrophie des amygdales palatines. Ce sont des anomalies anatomiques qui rétrécissent l'oropharynx. Il faut quantifier la taille des amygdales selon le score de Friedman, de 0 à 4. 0, on n'a pas d'amygdale, jusqu'à 4, c'est-à-dire présence d'amygdales jointives. Il faut aussi évaluer le rapport de la base de la langue avec le voile du palais par le score de Mallampati. Les apnéiques du sommeil ont le plus souvent Mallampati 3 et 4. Il existe une corrélation entre le score de Mallampati et l'index apnée-hypopnée. L'association des deux scores, Friedman et Mallampati, augmente le risque de SAOS. Dans le cadre de l'examen des voies aériennes supérieures par un spécialiste ORL, il est recommandé de pratiquer une nasofibroscopie évaluant les fosses nasales, le rhinopharynx, l'oropharynx et le pharyngolarynx. En effet, le nasopharynx permet un examen morphologique et dynamique. Le pharynx peut se fermer soit au niveau du nasopharynx, c'est-à-dire l'espace rétrovélaire, soit en arrière de la base de la langue, c'est-à-dire l'espace rétro-basilingual, soit au niveau de l'espace rétro-épiglottique. Le site obstructif peut être unique ou multiple, souvent multiple en cas de SAOS sévère. Voici une illustration endoscopique d'un espace rétrovélaire rétréci lié à un voile du palais lent et épais. Le rétrécissement rétro-basilingual peut être dû soit à une hypertrophie musculaire de la base de la langue, soit à une hypertrophie des amygdales linguales, soit à un rétrognatisme, soit à une position constitutionnelle plus basse de l'ossioïde entraînant une dorsalisation de la langue. On peut aussi
trouver une obstruction rétro-épiglottique, soit par enroulement de l'épiglotte sur elle-même, soit par bascule de l'épiglotte en arrière, qui peut être soit primaire, soit secondaire à la poussée de la langue ou des amygdales langues. La compréhension de toutes ces structures est difficilement appréciable. Celle-ci peut être approchée par une manœuvre de Miller qui correspond à une inspiration en bouche fermée et nez pincé, en plaçant le nasofibroscope au niveau rétrovélaire puis au niveau rétrobasilingual. La manœuvre de Miller permet de juger le niveau d'obstruction, mais elle n'est pas très spécifique car elle est réalisée à l'EV. Après le bilan clinique d'un gonfleur et devant la présence de signes évocateurs d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, une polygraphie ventilatoire doit être réalisée. La polygraphie ventilatoire est un enregistrement cardio-respiratoire du sommeil. Les paramètres que peut détecter une polygraphie sont le débit aérien nasobuccal, les efforts respiratoires représentés par les mouvements thoraco-abdominaux, la détection de la désaturation, le pouls au ECG, le renflement et la position du patient. Le polygraphe comporte un boîtier et son contenu, des ceintures, des lunettes nasales et des capteurs. Voici l'exemple d'un tracé polygraphique montrant des apnées obstructives, car au cours des arrêts du flux nasal, il y a persistance des mouvements thoraco-abdominaux. Ces apnées sont suivies par des désaturations et au cours de ces apnées, les renflements disparaissent. Les données de l'enregistrement classent objectivement le renfleur. On parle de renfleur léger lorsque l'index de renflement, c'est-à-dire le nombre de renflements par heure du sommet, est entre 50 et 100 ou entre 30 et 100 selon les équipes. On parle de renfleur modéré lorsque l'index de renflement est entre 100 et 300 et d'un renfleur sévère lorsque son index de renflement est supérieur à 300. Un sujet non renfleur lorsqu'il a un index de renflement inférieur à 50 à 30. Les données de l'enregistrement donnent l'index apnée-hypopnée, c'est-à-dire le nombre d'apnées et hypopnées par heure du sommeil. Le SAS est défini par un index d'apnée-hypopnée supérieur ou égal à 5 par heure de sommeil, avec la présence de signes cliniques évocateurs qui sont une somnolence diurne excessive non expliquée par d'autres facteurs, comme une dépression, une insomnie, dette de sommeil, une impatience des membres inférieurs, ou bien par la présence de 2 ou moins des critères suivants non expliqués par d'autres facteurs, qui sont un gonflement sévère et quotidien, une sensation d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil, un sommeil non réparateur, une fatigue diurne et une nicturie. On parle d'un apnée de sommeil léger lorsque son index apnée-hypopnée est entre 5 et 15 événements par heure de sommeil. On parle d'un SAS modéré lorsque l'index apnée-hypopnée est entre 15 et 30 événements par heure du sommeil. Et d'un apnée sévère lorsque son index apnée-hypopnée est supérieur à 30 événements par heure de sommeil. Je vous remercie.